menu de cette édition, le lancement des travaux de construction de l'UFR-ST et d'une cité universitaire par le président du FASO. Le président du Conseil économique et social chez le Premier ministre pour présenter le bilan des activités de son institution. Bientôt un forum de l'eau et de l'assainissement dans la capitale burkinabé. C'est l'annonce faite au cours d'une conférence de presse ce matin par les organisateurs. Une cérémonie de dédicace du Nouveau Testament en langue d'Agara, c'était à Diebougou le week-end dernier. Et puis nous ferons un tour dans l'actualité internationale en fin d'édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de suivre le 19h30 de la télévision de la famille. 17 milliards et demi de francs CFA, c'est le coût global de la construction de l'UFR-ST et d'une cité universitaire sur le site de l'université Ouaga 2. Le lancement des travaux qui a vu la présence effective de son Excellence, le président du FASO, a été rendu possible grâce à la Banque arabe pour le développement de l'Afrique. Théodore Yameogo et Dieudonné Koumsara pour le compte-rendu. 17,5 milliards de francs CFA, c'est le coût global du projet de construction de l'unité de formation et de recherche en sciences et techniques sur le site de l'université Ouaga 2. Financé par la Banque arabe pour le développement de l'Afrique, le Fonds de l'OPEP et l'État burkinabé, les travaux ont été lancés le 19 janvier dernier. Composées d'amphithéâtres, de restaurants et de cités universitaires, ces infrastructures viennent répondre à un besoin de désengorgement de l'université Ouaga 1 Joseph Kizerbo. Si les objectifs de création de l'université Ouaga 2 ont pour la plupart été atteints, il reste l'objectif majeur, celui de désengorger l'université Ouaga 1 à travers le déménagement effectif de l'université Ouaga 2 sur son site. Ces ouvrages à construire permettront à l'université Ouaga 2 de lancer des formations dans les domaines des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et de l'enseignement des mathématiques, regroupés dans l'acronyme STEM. Et cela aura pour conséquence immédiate de réduire la pression en termes de demande d'orientation à l'université Ouaga 1 professeur Joseph Kizerbo pour ces formations qui sont aujourd'hui essentielles pour amorcer un développement véritable. Pour le président du FASO, le lancement de ces travaux revêt une importance capitale non seulement pour la communauté estudiantine, mais aussi pour tous les Burkinabés en général. Toutefois, des préalables existent. L'idée, c'est de désengorger l'université Kizerbo. Alors, donc, vous avez entendu également de la part du président de l'université les questions préalables qu'il nous faut lever pour permettre ce désengorgement-là. Et je voudrais le rassurer qu'une fois que nous déposerons le rapport, nous prendrons les dispositions pour que cela soit effectivement mis en effet. Le second problème que je voulais noter, c'est de saluer et de remercier toutes les autorités coutumières qui ont accepté céder leurs terres pour que nous puissions construire cette université. Comme vous savez, c'est, comme on dit, l'industrie du savoir, et ils ont accepté de le faire. Permettez-moi donc de les saluer ici, de profiter de votre antenne pour les saluer et dire que nous avons pris bonne note également de leurs préoccupations, qui consiste à dire qu'il est important que le gouvernement également fasse quelque chose, aussi bien pour la commune de Samba que pour celle de Lumbila. Nous verrons avec eux de façon pratique de quoi cela retourne et nous ferons en sorte de pouvoir apporter des solutions également aux préoccupations qu'ils auront à poser. Au nom des populations de Samba et Lumbila, communes sur lesquelles le projet est situé à cheval, le maire de Samba et les représentants des chefs coutumiers ont salué la construction de ces infrastructures qui favoriseront sans doute le développement de leurs localités respectives. Le président du Conseil économique et social a rencontré ce matin le chef du gouvernement burkinabé pour faire le point des activités menées au cours de l'année 2017 par son institution. Il s'exprime au micro de Odette Zouangena. Cette activité nous a permis d'aller sur le terrain et de regarder un peu ce qui se passe dans notre pays, particulièrement dans la capitale. Nous avons vu que dans plusieurs endroits, là où
il y a des habitations anarchiques, cela ne donne pas l'aspect de ville à notre capitale. Et nous avons eu l'occasion de discuter avec les uns et les autres. Et nous voyons aussi que dans les zones où il y a des habitations anarchiques, il y a pas mal de maladies. Nous avons donc conseillé que les uns et les autres redimensionnent leurs ambitions et qu'ils acceptent d'avoir, non pas d'avoir des propriétés, mais plutôt d'avoir des logements décents. Ensuite, nous avons réfléchi, après avoir vu tout ce qui se passe dans notre pays, nous avons réfléchi sur la sécurité. Vous savez que la sécurité n'est pas du ressort du commun des mortels, mais nous savons que chacun peut participer à sa sécurité. Et donc nous avons invité les populations à travailler dans le sens d'établir la sécurité là où ils vivent. Ensuite, nous avons attaqué un des problèmes qui est aussi essentiel, c'est le problème des fonds nationaux qui ont été mis en place pour encourager le développement des emplois, le développement du travail. La plupart de ces fonds nationaux ne fonctionnent pas bien et nous avons tenté de faire des analyses, de comprendre les problèmes et de pourvoir à des recommandations. Mais en venant ici, le Premier ministre nous a conseillé de travailler dans un esprit à encourager les populations à avoir une vision haute de la nation. La nation, notre pays, doit être considéré sans égoïsme. La 3e édition du Forum national de l'eau et de l'assainissement se tiendra du 1er au 3 février 2018. En marge de cette 3e édition, le Partenariat national de l'eau lance la 2e édition de la Nuit des trophées. Yasmina Gigemde et Dieudonné Koumsara pour le reportage. La 3e édition du Forum national de l'eau et de l'assainissement se tiendra les 1er, 2 et 3 février de cette année. L'information a été rendue publique au cours d'une conférence de presse animée ce 22 janvier 2018. L'organisation de cette 3e édition du Forum national de l'eau, vise, d'abord c'est une plateforme d'échange, de partage d'expérience avec tous les acteurs du secteur de l'eau. Donc c'est une plateforme plutôt multi-acteurs qui comprend, les institutions gouvernementales, les ONG, les organisations internationales, les acteurs non professionnels du secteur qui s'intéressent aux grands enjeux du secteur de l'eau. Donc c'est un cadre de concertation qui va au-delà des rencontres institutionnelles que le secteur organise. Donc vraiment c'est un enjeu assez important pour nous pour un peu partager les problématiques du secteur avec l'ensemble des parties prenantes du secteur. Un forum national qui s'organise tous les 3 ans avant le forum mondial. Selon le secrétaire général du dit ministère, des acquis ont été engrangés durant les précédentes éditions. Les 2 précédentes éditions, il faut dire que le premier forum a eu lieu en 2011 et le 2e forum en 2015. Il faut dire que ce sont ces forums s'organisent tous les 3 ans en prélude au forum mondial. Donc ces forums nationaux permettent de préparer, la contribution du Burkina Faso vraiment à ces forums mondiaux. Et les acquis importants, c'est que en matière de GIR,
Et cela a positionné notre pays comme un pays pionnier en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest, sur les questions de gestion intégrée des ressources en eau, qui est une autre forme de gestion des ressources en eau, prenant en compte tous les acteurs qui privilégient la concertation et qui prend en compte vraiment tous les volets, toutes les problématiques du secteur, notamment la pollution comment on appelle, la gestion disons non concertée même des ressources en eau. Ce sont toutes ces problématiques qui sont prises en compte dans le cadre de l'AGI. Le partenariat national de l'eau du Burkina Faso, en collaboration avec le ministère de l'eau et de l'assainissement, lance la 2e édition de la Nuit des trophées de l'eau et l'assainissement au Burkina Faso. Cette 2e édition vise à reconnaître, valoriser et promouvoir les initiatives et les actions locales à la base développées par les communautés rurales dans le partage et l'accès équitable aux ressources en eau au Burkina Faso. La 2e édition des trophées de l'eau et de l'assainissement, prévue pour le 2 février 2018, est placée sous le haut patronage de son Excellence M. Roch-Marc Christian Kaboré, président du Faso. 66 serviteurs de l'Éternel ont été consacrés hier après-midi à l'église de l'Assemblée de Dieu de Gonguin. Cette imposition de main s'est faite en présence de nombreux leaders ecclésiastiques. Revivons ces moments avec Odette Zouangena et Dieudonné Koumsara. J'ai entendu la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je » Je répondis « Me voici, envoie-moi ». Aujourd'hui, ces pasteurs accompagnés de leurs épouses ont répondu à cet appel. Ils viennent ainsi d'être titularisés devant une multitude de personnes, devenant désormais des acteurs de premier plan au sein de leurs églises. En cette titularisation, nous voyons l'élargissement du champ du ministère. C'est comme, qu'est-ce que je veux dire, un champ qui a encore plus d'espace pour travailler pour notre Dieu. Et nous avons besoin des prières des uns et des autres pour relever tout ce qui va se présenter devant nous comme défi, pour exercer le ministère en bonne et due forme selon la parole de Dieu, à la gloire de l'Éternel Dieu vivant et vrai. Effectivement, ce n'est pas facile d'être femme du pasteur, mais comme c'est un appel, celui qui a appelé va pourvoir au ministère. Et nous avons confiance parce qu'il appelle, il équipe et il accompagne. Donc nous nous soumettons à lui et nous croyons que nous allons réussir par la grâce de Dieu. C'est vraiment une joie pour moi, également un honneur, un privilège, mais à la fois une responsabilité. Et parce que ça fait, si on totalise depuis la formation une dizaine d'années, le chemin, et aujourd'hui la consécration, c'est vraiment une grande joie. Et tout ce que je peux formuler comme vœu, c'est que Dieu accompagne tous les réceptionnaires dans leur mission, dans cette noble mission, afin qu'ils puissent réussir au nom de Jésus. L'orateur du jour, qui est aussi le coordonnateur du centre numéro 5, nous en dit plus sur cette ordination. Quand quelqu'un va à l'école biblique, après sa formation de l'école biblique, il sort, il fait 3 ans en tant que pasteur stagiaire. Après cela, il fait encore 3 ans en tant que pasteur proposant. Ce n'est que 6 ans après, alors s'il a un bon témoignage vis-à-vis de ses responsables hiérarchiques, alors c'est là qu'il peut devenir pasteur titulaire. Ça veut dire qu'on ne devient pas pasteur titulaire juste après sa formation ou bien son diplôme de l'école biblique. Ça demande du temps de suivi pour s'assurer et pour que la personne se confirme avant de devenir pasteur titulaire. Au nombre de 66, ces serviteurs qui se sont vus imposer les mains sont issus des 13 régions du centre numéro 5 de la subdivision des églises des assemblées de Dieu du Burkina Faso. Officiellement ainsi consacrés, ils sont dorénavant aptes pour l'œuvre de Dieu, toute chose qui implique l'acceptation de l'amour du Seigneur dans leur vie sans réserve et leur abandon total à être des instruments pour sa seule gloire. Le pasteur Jephté Sawadogo, l'orateur de la cérémonie, a prodigué un certain nombre de recommandations aux 66 nouveaux pasteurs titulaires. Revivons encore ces moments avec Odette Zouangena et Dieudonné Koumsara. Dieu a
former des projets de paix et non de malheur pour chacun d'entre nous. Et pour que Dieu puisse réaliser ces projets sur nous, il y a deux conditions sine qua non. D'abord, il faut accepter des tâches humiliantes. L'accomplissement de la volonté de Dieu passe toujours par le chemin de l'humilité. Alors, certaines personnes, en entrant dans le ministère, ne s'attendent certainement pas à rencontrer des problèmes. Que ce soit pendant leur formation ou bien pendant leur stage ou leur ministère. D'autres se sont accrochés à leur nid. Alors, ils ne s'imaginaient pas être éjectés de ce nid-là par leur pasteur principal. Et le plus souvent appuyé par la sous-région, la région avec la bénédiction du Larongo. Et on refuse de sortir, de quitter le nid. Ce n'est pas pour votre mal qu'ils font ça. C'est pour vous permettre de pouvoir voler de vos propres ailes. D'autres sont offusqués de savoir qu'ils doivent implanter une église pour prouver leur engagement dans le ministère. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on choisit de devenir pasteur, surtout pasteur titulaire, on cesse d'être spectateur et on devient acteur. Lorsqu'on vous impose les mains, alors vous passez d'acteur secondaire en acteur principal. Alors si vous rejetez les tâches humiliantes, vous ne réaliserez jamais votre rêve. Deuxième nécessité. Il faut attendre toujours dans la patience. L'accomplissement de la volonté de Dieu prend toujours du temps. Désormais, le peuple d'Agara pourra lire la Bible dans sa propre langue. Il dispose depuis le samedi 20 janvier 2018 le Nouveau Testament traduit en Dagara. L'œuvre est de l'Association nationale pour la traduction de la Bible et de l'alphabétisation Anteba et la cérémonie de dédicace a eu lieu à Djebougou le week-end dernier. Suivons le reportage. Lire la Bible dans sa propre langue au Burkina Faso, c'est la vision que l'Association nationale pour la traduction de la Bible et de l'alphabétisation Anteba s'est donnée avec l'appui de ses partenaires. Le 20 janvier 2018 est un jour mémorable, un jour de joie pour le peuple d'Agara, dans la région du sud-ouest qui a désormais la Bible traduite dans sa propre langue. Moi, c'est être un peu plus proche de la parole de Dieu, être un peu à la source de la parole. Voilà, puisque lire les Écritures saintes dans ma langue maternelle, c'est une bénédiction. Voilà, plutôt que de lire soit en français, en anglais, je préfère me ressourcer dans ma propre langue.
20 ans, c'est le temps qui a été consacré pour la traduction, qui a mobilisé des traducteurs, des réviseurs, des conseillers en traduction, des testeurs. Bref, il s'agit d'un grand monde qui a été mobilisé pour arriver à ce stade de produit fini. Et qui a aussi mobilisé la somme d'environ 600 millions de francs CFA. Un travail qui a rencontré pas mal de difficultés. Oui, l'équipe de traduction a commencé en 1998. Et en 2008, moi j'étais à l'université à Abidjan. Quand je suis rentré, en 2010, nous n'avons plus de financement. Donc nous avons déjà commencé à avoir des difficultés parce que nous n'avions plus de financement. Mais nous avons persévéré, l'équipe a persévéré et nous avons écrit à d'autres amis qui nous ont financés. Et jusqu'à aujourd'hui, nous continuons avec ces amis. Ils sont venus de plusieurs horizons pour prendre part à cette cérémonie de dédicace du Nouveau Testament en Dagara. C'est une joie énorme de revenir ici après tant de temps et de voir ce qui a été commencé, arriver à cette publication et de voir le livre enfin disponible. Donc et de voir aussi, parce que j'ai vécu dans ce village pendant 10 ans, ma femme était là avec moi pendant 5 ans, donc c'est vraiment une joie de revoir tous mes amis d'Agara ici. Pour le directeur exécutif de l'Association nationale pour la traduction de la Bible et de l'alphabétisation Anteba, ce n'est qu'un début. D'autres projets sont en vue dans cette même. En fait, c'est plus qu'une décision. C'est une réponse à un appel. Parce que la parole de Dieu nous dit de prêcher la parole à toute la création. Et lorsque la Bible dit de prêcher la parole à tout au monde, le terme original utilisé c'est ethné, ce qui veut dire ethnie. Que nous puissions prêcher la parole à toutes les ethnies, c'est-à-dire leur parler de la bonne nouvelle dans leur langue. Et c'est en fait en réponse à cet appel ultime du Seigneur ou à ce commandement du Seigneur que nous avons décidé de traduire la Bible en langue d'Agara parmi tant d'autres. Parce que je peux vous dire qu'Anteba traduit la parole de Dieu présentement dans environ 20 langues. Et nous savons que le Burkina Faso ne regorge pas que de 20 langues. Nous avons beaucoup plus de langues. Il y a certaines qui ont déjà la parole de Dieu, mais il y a encore d'autres qui attendent la parole dans leur langue. Le processus de traduction est long. Il est technique, il est spirituel. Il faut beaucoup prier. Il faut inviter la communauté à se rassembler autour de ce besoin et à chercher les solutions pour que la parole de Dieu existe dans leur langue. Il faut d'abord la volonté locale. Et ça, c'est le premier pas. Ensuite, il faut passer par un certain nombre de critères techniques, académiques. Il faut des traducteurs, je veux dire des gens qui ont été formés pour traduire la parole parce qu'on ne traduit pas au hasard. Il faut avoir une formation de base. Ensuite, il faut passer par un certain nombre de normes de vérification de cette parole jusqu'à l'étape de ce que nous appelons la vérification. Parce qu'il faut traduire, faire des ébauches, il faut les réviser avec la communauté, il faut les tester avec la communauté. Et ça, ce sont des étapes qui se répètent jusqu'à ce que les corrections soient faites. Et après cela, nous faisons appel à ce que nous appelons le conseiller en traduction, qui est une personne qui a une formation de base en hébreu et en grec, qui a une maîtrise de la parole et qui a une expérience en traduction de la Bible, qui vient vérifier avec la langue source grecque, si c'est le Nouveau Testament ou hébreu dans le cas de l'Ancien Testament, pour donner la validation finale de cette traduction. Cette personne est appelée conseiller en traduction. Vous avez vu les conseillers qui sont là, Derek Johnson qui nous vient de l'Irlande. C'est l'un des conseillers en traduction qui ont validé le travail qui a été fait par l'équipe de traduction. Tous les intervenants à cette cérémonie de dédicace ont félicité l'équipe de traduction et invité les églises et missions évangéliques qui œuvrent en milieu d'Agara à s'approprier de cette Bible. Des remises d'attestation aux acteurs et aux partenaires et des dons de Bible à certaines autorités ont été les derniers éléments de la cérémonie de dédicace du Nouveau Testament en Dagara. Dans l'actualité internationale, aux États-Unis, environ 600 000 personnes ont défilé pour dire non à ce qu'ils qualifient du sexisme de Donald Trump.
Elles et ils étaient moins nombreux qu'il y a un an. Les marches des femmes, auxquelles des hommes ont aussi participé, ont néanmoins attiré des foules immenses samedi dans plusieurs villes des États-Unis, la plus importante à Los Angeles, où 300 000 à 600 000 personnes ont défilé avec pour cible privilégiée le président américain Donald Trump. Right here, we all have the power to make sure that our daughters, nieces, granddaughters, great-granddaughters grow up with the mentality that if you come for one of us, you come for all of us. C'est nous attaquer toutes. Ces rassemblements étaient en particulier portés par le mouvement MeToo, lancé pour encourager les femmes victimes de harcèlement et d'agressions sexuelles à oser les raconter publiquement. On y a revu les fameux bonnets roses arborés l'an dernier. Des défilés ont eu lieu à Washington, Philadelphie, Boston, Denver et bien sûr New York. Parmi les slogans scandés, des appels à destituer le 45e président des États-Unis, donc Donald Trump, et à voter pour le camp démocrate aux élections de novembre, dites demi-mandat. Il y avait, comme l'an dernier, des stars dans les cortèges, comme l'actrice Whoopi Goldberg, venue expliquer qu'il n'était plus question pour les femmes d'accepter certains comportements. À Park City, dans l'ouest du pays, les manifestants avaient bravé le froid et la neige pour défiler. Il y avait dans leur rang l'actrice Jane Fonda. Et puis l'OTAN montre ses muscles en mer du Nord. 4 bombardiers dans l'exercice de ravitaillement des avions dans les airs britanniques. L'OTAN montre les muscles en mer du Nord. 4 bombardiers B-52 de l'US Air Force ont participé à des exercices sur la base britannique de Fairford, des manœuvres pour peaufiner la stratégie sécuritaire dans le ciel européen. Parmi celles-ci, un exercice de ravitaillement qui requiert la plus grande précision, les explications de la capitaine Lauren Haute. Le ravitailleur que vous voyez derrière moi va approcher le bombardier en vol et durant la phase d'approvisionnement, la perche se déploiera et ira dans un raccord de l'appareil qui sera alors ravitaillé en carburant par le KC-135. Le ravitaillement en vol augmente l'autonomie des appareils, qu'il s'agisse de bombardiers ou de chasseurs. Les B-52 peuvent alors étendre leur portée à toutes les régions du globe, ce qui renforce les capacités de l'OTAN pour faire face à toutes les crises éventuelles jusqu'en Afrique ou au Proche-Orient. Il s'agit de montrer notre stratégie globale de dissuasion non seulement dans la région, mais aussi dans le monde. Le but est de rassurer nos alliés face à tout adversaire potentiel se trouvant dans le monde aujourd'hui. Ces exercices ont lieu alors qu'un incident s'est produit dans l'espace aérien britannique lundi. 2 bombardiers russes l'ont frôlé avant d'être interceptés et raccompagnés par des chasseurs de la Royal Air Force. Les incidents de ce genre ne sont pas rares de part et d'autre, mais ils ne sont pas de nature à apaiser les tensions entre l'Europe et la Russie. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain à la même heure pour d'autres actualités. Bonsoir.